Les résultats 2023 d'Amundi sont assez mitigés, on va voir si elle constitue toujours une opportunité d'investissement à ce prix de 60 euros. On va commencer directement par une déclaration du PDG, donc l'année 2023 était très satisfaisante pour Amundi, notre collecte a atteint plus de 26 milliards et notre résultat net a progressé de plus de 4% à plus de 1,2 milliard d'euros. Nous poursuivons d'ailleurs notre plan stratégique de développement avec l'annonce d'une acquisition dans les actifs réels. Donc tout au long de l'année, Amundi a su accompagner ses clients avec des solutions adaptées aux conditions de marché dans l'obligataire, la gestion passive et les produits de trésorerie où nous bénéficions d'une forte reconnaissance de nos expertises. De même, nos produits structurés et nos fonds à maturité obligataire, segment sur lequel Amundi est leader mondial, ont particulièrement séduit nos clients dans un contexte de taux et d'inflation élevés. C'est-à-dire qu'on est sur une entreprise qui arrive à performer du côté action quand le marché se porte bien et aussi du côté obligation, étant donné qu'elle possède un statut de leader dans ce domaine-là, un leader mondial. Donc évidemment, c'est extrêmement bon. Et on voit ici, par ailleurs, nous continuons à mettre en œuvre notre plan stratégique avec l'acquisition d'Alpha Associates, qui nous permet d'accélérer notre développement sur le marché en forte croissance des actifs privés. Donc là, on va être sur le Private Equity. Voilà, donc ça va être quelque chose qui, je le vois souvent sur Twitter, donc des gens qui vont nous dire si vous investissez sur le SP500, vous aurez gagné x30 en 30 ans, et là, vous auriez fait avec le Private Equity x 150 en fait. Donc possiblement, le Private Equity pourrait être beaucoup plus rentable. Donc nous, ce qui va nous intéresser en tout cas pour l'instant, ça va être le revenu passif, donc avec évidemment tout ce qui va être ETF, etc. Ça va nous ramener de l'argent de manière passive. Donc on est effectivement seulement dans un produit capitalisant, ou un produit redistribuant, et qui donc va amener des flux sur les plus grosses valeurs. Donc ensuite, ça va aussi évidemment aider Amundi, étant donné que si elle sait qu'il va avoir plus de flux sur certains ETF, elle va peut-être se dire que, évidemment, il y a une trend following à aller voir sur certains actifs. Donc elle a des informations qu'on n'a pas, évidemment, étant donné qu'elle les a elle-même en interne. Ensuite, donc on va aller le voir ici, le marché actions comme obligataires ont fortement progressé en fin d'année, portant leur progression sur l'année respectivement de 18,6 et 7,2%. Pourtant, en moyenne annuelle, la progression est plus faible pour les actions à 6,7% et le marché obligataire en même en baisse de 6,8%, les taux longs moyens ayant progressé de 130 pips environ sur la période. Ce qu'on a pu voir effectivement jusqu'au milieu de l'année où on a donc monté les taux et à partir d'un moment, on a pris un point et donc on s'est arrêté et là, on attend le pivot. Il y a eu le CPI qui est tombé hier, on a vu que le pivot n'allait pas forcément tomber immédiatement, donc pour ce genre d'entreprise qui donc reste sur la gestion passive et donc même si de l'argent du marché action part, elle part dans le marché obligataire et donc étant donné qu'Amundi possède des services de prestation pour les obligations, c'est extrêmement bon. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir aller voir un Amundi qui va... Bon là, je vois que le revenu total il a baissé, mais ça nous explique vraiment pas grand-chose en soi, parce que vous allez regarder à ce niveau-là, voilà, le bénéfice d'exploitation il était négatif, mais revenu exploitation, etc. Ce qui fait qu'au final, en termes de revenus nets, c'est-à-dire ce qui nous intéresse le plus, on arrive toujours à être bon. Parce que là, si vous regardez la marge nette, 252%, parce que évidemment, on a fait autant de résultats nets qu'avec un revenu de 2 milliards. Donc c'est-à-dire qu'évidemment, là, on va avoir des marges nettes extrêmement élevées, mais je pense juste qu'il y a eu un problème comptable à ce niveau-là. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être plutôt ces informations ici. Donc on le voit ici, au niveau de résultats ajustés, 1,22 milliards, maîtrise des coûts malgré l'inflation, maintien d'une efficacité opérationnelle au meilleur niveau, donc notre marge elle reste toujours là, coefficient d'exploitation de 53%, qui reste au meilleur niveau de l'industrie, donc aujourd'hui tout va bien pour nous, T4 ajusté de 313 millions plus 7,3%, enfin 7,9%, ce qui est tout à fait normal, hein. On a vu qu'il y avait un petit rebond niveau action, c'est-à-dire que potentiellement durant toute l'année on n'était pas bon, mais vous voyez que sur un seul moment, vous allez pouvoir vous retourner, et donc c'est exactement au même niveau que pour un investisseur particulier. Maintenant, vous allez voir poursuite et développement selon les axes stratégiques du PMT 2025. Donc là, on voit développement en ligne avec les priorités du plan ambition. Donc le but, voilà, c'est d'augmenter la gestion passive, 13 milliards de collecte en ETF. Les actifs réels, donc ça nous intéresse assez peu. L'Asie avec des encours quand même extrêmement fortes, avec des JV en Inde et en Corée. Et technologie et services, des nouveaux clients, etc. Donc on va aller continuer à aller faire de la croissance et aller trouver des leviers à ce niveau-là. Maintenant, on sait qu'on a quand même un dividende par action de 4,10. On va essayer de regarder à peu près le bénéfice annuel, et donc on le voit, il est à peu près à 6, c'est-à-dire qu'on va avoir un ratio de distribution à 60-70%. Maintenant, je ne sais pas si on peut aller regarder exactement ce qu'on va pouvoir faire ici au niveau du cash, qu'on va aller pouvoir récupérer, mais on voit, en tout cas, là on était sur le résultat net, on n'a pas réellement, donc... on n'a pas réellement le vrai tableau flux de trésorerie. Donc on va essayer quand même d'aller la regarder parce qu'après la collecte d'actifs, etc. Donc là on va être beaucoup plus dans essayer de faire confiance au manager en fait.
parce que à ce niveau-là, nous, on ne sait pas réellement à quoi c'est dû. Donc là, on a le revenu net, on a l'amortissement à peu près, voilà, les charges d'exploitation, coûts d'intégrement, etc. D'accord. Coefficient d'exploitation, on voit qu'il était un tout petit peu plus bas que 2022. D'accord. On arrive ici, résultat net avant impôt, etc. Et résultat net, voilà, impôt sur les bénéfices un petit peu plus important. Donc là, on n'est vraiment pas du tout sur le tableau de flux trésorerie. Maintenant, en termes d'actionnariat, on sait que c'était une filiale du groupe Crédit Agricole qui a été spin-off en bourse. Donc évidemment, ça continue d'être une des plus grosses filiales. On voit que aussi niveau salarié, possiblement, on a une augmentation. On le voit ici, on n'a pas eu d'augmentation à ce niveau-là du capital, et donc on a possiblement émis de nouvelles actions. Là on le voit ici, 203 millions, et là on est à 204 millions. Donc on est sur une entreprise qui continue d'émettre des actions, même si elle est excédentaire. Donc ça c'est assez peu intéressant pour nous, hein. Ça on va le savoir. Par contre, j'ai pas de tableau de flux de trésorerie, donc ça m'inquiète un petit peu. Compte de résultats ajusté, voilà, on a vraiment que un compte de résultats, et donc on n'a pas du tout, voilà, la détail des encours, évolution des encours, les annexes, la distribution, etc. Donc on n'a pas du tout d'informations à ce niveau-là. On va essayer quand même d'aller la voir à ce niveau-là. Donc on va aller voir la collecte des marchins, en cours supérieur à 2000 milliards d'euros, donc c'est énorme, hein, de montant sous gestion. On est à 2000 milliards d'euros pour une société française. Donc c'est énorme, il faut se rendre compte qu'on est vraiment sur des très grosses sociétés et qu'ils ont un PER quand même assez faible quand on va aller regarder des sociétés qui ont beaucoup plus d'encours, en tout cas à ce niveau-là. Donc là on voit l'institutionnalité, les résultats, le T4, les revenus en hausse ici, on le voit, le revenu de la technologie qui a augmenté sur le T4 de 27,8%. Ce petit revenu là, bon après évidemment parce qu'il avait pas mal baissé. Donc voilà, charge d'exploitation, on voit qu'ici on est à peu près, voilà, donc en gros on maintient une rentabilité élevée, on a un chiffre d'affaires qui bondit assez peu, mais on arrive quand même, voilà, d'avoir capitaux propres tangibles qui continuent d'augmenter, et donc capitaux propres tangibles en progression de 11% sur l'année. Donc là on a les conclusions, le résultat net, à peu près le fonds à maturité, et donc l'acquisition qui peut-être pourra nous faire une croissance. En tout cas ça n'a pas l'air d'être extrêmement croissant, on voit qu'on arrive vraiment à prendre beaucoup d'actifs sous gestion, et donc là on voit commission nette de gestion, commission de performance, donc effectivement on a moins performé, on en a pris un petit peu moins. Revenu net de gestion, donc on voit qu'effectivement on a une petite baisse, c'est-à-dire que possiblement on a eu moins de volume, en tout cas nos chiffres n'ont pas changé à ce niveau-là, donc je ne sais pas comment le revenu net a pu augmenter. On voit qu'en tout cas la technologie, ça continue à nous rapporter un petit peu plus, et produits nets financiers, autres revenus ajustés, on voit qu'effectivement on avait une baisse, et là on a une augmentation, ce qui fait que notre revenu net augmente de 2,1%. Donc en termes de société mise en équivalence, je ne sais pas ce que ça veut dire. On est vraiment sur des parts grises, et donc à peu près, voilà, un bénéfice par action ajusté de 6 qui passe, donc on augmente de 3,6%. En termes net, et donc là en tout cas sur les derniers trimestres on avait une certaine augmentation, mais c'est-à-dire que nous on va évidemment se rémunérer surtout sur les commissions, et donc sur les commissions de performance, c'est là-dessus qu'on va pouvoir aller continuer de grappiller. Parce que la commission nette de gestion, c'est en fonction des flux, et la surperformance, pardon, c'est pas du tout en fonction des flux, mais c'est en fonction de la bonne tenue des marchés. Donc à ce niveau-là, on voit que ça n'a pas été la meilleure année. En tout cas, on a sûrement eu les 3 premiers trimestres qui étaient en berne, et donc le dernier qui a eu une plus grosse variation. Mais à ce niveau-là, on voit résistance des marges, donc ça c'est extrêmement bon. Là on le voit ici, commission nette de gestion. On est à peu près au même niveau de marge. Retail, on est à peu près pareil. Mandat assurance et institutionnel hors assureur, là on voit qu'on a un petit peu augmenté notre marge et même notre chiffre d'affaires, donc c'est pas mal. Maintenant on a à peu près la répartition à ce niveau-là, donc on voit quand même que c'est assez réparti, hein. Donc on a quand même pas mal d'institutionnels, pardon. Mais à ce niveau-là, on est quand même sur un CA assez bien réparti. Je crois qu'on l'a vu ici, voilà. La répartition à peu près, et donc on voit quand même qu'on a pas mal de France, mais même on est quand même réparti sur des zones géographiques assez différentes. Donc on est sur une assez bonne entreprise, bien diversifiée, qui arrive à peu près à donner une très bonne résilience, même si le marché est pas extrêmement bon. Donc je pense que c'est une bonne société en fonds de portefeuille, en tout cas aujourd'hui pour aller faire de la croissance, c'est peut-être pas Amundi sur lesquels vous allez investir, mais on a ROE qui se maintient, qui est au-dessus de 10, donc en tout cas si vous comptez seulement l'avoir pour du rendement, bah, ça peut être une bonne action de fonds de portefeuille. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.